Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et alors c'est l'actualité évidemment, et on est en plein dans l'actualité avec Philippe Candeloro, bonjour, qui est avec nous en studio. Bonjour. Alors, je précise et en même temps en Chine. Et en même temps en Chine, je précise qu'on a enregistré cette émission oui. parce que à l'heure où nous parlons, voilà, vous êtes en Chine. Et Laurent-Éric Lelay, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le patron des sports, chef du service des sports de France Télévisions, et vous êtes vous aussi évidemment à l'heure où nous parlons en Chine. Je voulais vous avoir ce matin pour qu'on puisse évoquer toute la mise en place du dispositif de France Télévisions qui est extrêmement ambitieux pour ces Jeux Olympiques d'hiver qui commencent là. Hein. C'est la cérémonie d'ouverture à 12h30. 12h30, prise d'antenne de France 2, et elle commence à 13h, la cérémonie qui sera commentée par Églantine Émeillé, comme les précédentes. Comme les précédentes. Alors, vous avez posé une question à nos internautes. Oui. Et qu'on pourra poser ensuite à Laurent-Éric Lelay. On a demandé à nos auditeurs, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio, est-ce que vous êtes plutôt Jeux Olympiques d'été ou Jeux Olympiques d'hiver? On va voir si c'est partagé. Il y a des partisans des Jeux d'hiver et des partisans des Jeux d'été. J'imagine que Philippe Candeloro, il est plutôt... Moi, je suis les deux. Vous êtes les deux? Parce que les Jeux Olympiques doivent rester en fait une fête du sport, que ce soit pour l'hiver ou pour l'été. Ouais. Et après, c'est par rapport aux périodes, en fait. Ouais. L'été a forcément plus d'adeptes. Qu'est-ce qui fait le plus d'audience, les Jeux d'hiver ou les Jeux d'été Laurent-Éric Lelay. Écoutez, c'est vrai que les Jeux d'été ont peut-être un plus grand impact. J'ai envie de dire. Après, l'audience, elle est aussi liée à plusieurs facteurs, hein, comme d'abord l'endroit où a lieu les Jeux. Voilà, les Jeux ont lieu en Chine et les précédents d'été avaient lieu à Tokyo, donc on est un peu dans entre guillemets, dans les mêmes zones de décalage horaire, avec des épreuves la nuit et pas mal d'épreuves le matin. Mais si je me rappelle des Jeux de Pyeongchang, qui avaient lieu il y a 4 ans en Corée du Sud, il y avait des excédentes audiences qui étaient faits le week-end à l'heure du déjeuner avec les belles performances de Martin Fourcade. Ouais. C'est sûr que ces Jeux Olympiques sont particuliers à cause du Covid. C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin, parce qu'on s'est croisés il y a quelques jours et vous m'avez dit c'est un enfer, et Philippe Candeloro nous le confirmait, c'est un enfer à organiser. L'enfer, après les termes sont toujours exagérés. Non, mais c'est un vrai challenge, hein, et on les organise du mieux possible compte tenu de toutes les situations. Alors c'est vrai que le Covid n'est pas derrière nous, et donc on y fait très attention. Alors peut-être pour vous résumer simplement, on a un dispositif qui est dual, hein. On a la partie éditoriale qui est à Pékin et la partie technique qui est à Paris, avec à peu près une centaine de personnes dans les deux dispositifs. Et tout notre travail, c'est d'avoir un dispositif suffisamment souple et flexible pour pouvoir se permettre de parer à toutes les éventualités. Les éventualités, c'est les cas de Covid que peuvent avoir certaines personnes de nos équipes et qui les empêcheraient de travailler pendant quelques jours. Ouais. Donc, alors curieusement, en fait, il y a plus de cas de Covid potentiels à Paris qu'à Pékin. Ouais. Donc voilà, donc on essaye vraiment de s'adapter, sachant que les cas de Covid, ils sont pas prévisibles par nature. Oui, Philippe Candeloro, vous me disiez les tests avant de partir. Oui, en fait, la difficulté, comme vient de le dire Laurent-Éric Lelay, c'est avant le départ, en fait. C'est d'être sûr de partir en Chine en étant négatif. Donc là, pratiquement 3 jours avant le départ, c'est un test tous les jours. Pour être sûr qu'arriver en Chine, on ne soit pas mis de côté, enfermé 7 jours, et finalement d'arriver sur place étant empêché de travailler juste parce que... Alors aujourd'hui, on va dire que c'est une maladie, il y a des gens qui peuvent en mourir, mais en même temps, moi, ça ne m'empêcherait pas de travailler si j'avais 42 fièvre, par exemple. Sauf que pour les Chinois... vous pouvez contaminer d'autres gens. Oui, c'est ça. Déjà, il ne faut pas mettre les autres personnes en danger, surtout pas les athlètes. Mais c'est surtout que les Chinois, c'est assez strict. C'est-à-dire que si vous êtes Covidé, on vous met dans une salle. Et puis vous partez tous ensemble, hein, toute la délégation. Alors, il y a plusieurs vols qui sont organisés. Et puis, il y a une délégation avec les athlètes, plus les gens de France Télévisions. Parce qu'en fait, Air France a remis des vols en place par rapport aux Jeux Olympiques. Alors, il n'y a pas que Air France, mais en tous les cas, on part avec Air France.
Et il n'y a pas 36 vols par jour. Donc, Mais est-ce que ça veut dire que vous et les sportifs aussi, vous avez une semaine, là on est à peu près une semaine avant le départ, vous vous empêchez de sortir, vous mettez des contraintes. Bon, vous êtes venu avec un masque FFP2 que vous avez en dessous pour la radio. Il n'est pas logoté France Télé, mais c'est France Télé qui me l'a fourni. Mais est-ce que vous, en effet, vous faites attention Alors, beaucoup plus là depuis quelques jours, puisque en fait la consigne, c'est quand même en dehors des tests PCR obligatoires à passer pour pouvoir partir en Chine par rapport à l'organisation du COJO, des Jeux Olympiques, et, enfin du Comité Olympique et de la Chine. Et puis en plus de ça, France Télévisions nous a conseillé en fait de faire un test antigénique tous les jours pour être sûr qu'au moment où on va se pointer dans l'avion, qu'on soit négatif, parce que si on est positif malheureusement en mettant le pied en Chine, là c'est contraignant parce qu'on se retrouve enfermé sans pouvoir bosser et en plus même France Télévisions avec les moyens techniques qu'ils pourraient mettre à notre disposition, on ne pourrait pas commenter. Ouais, ça va être, c'est sûr que c'est une organisation qui est sur le fil du Une rasoir, fois sur place, Laurent-Éric Lelay l'a dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'en Chine, il n'y aura pas énormément de cas. Et que on va être quand même assez. On va être dans une bulle. C'est une fois qu'on a commencé les Jeux. Je trouve, moi. C'est un peu Vous triste. Pouvez pas bouger, les athlètes ne peuvent pas se voir, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de soirée. Il n'y a surtout pas de spectateurs et on va dire de supporters des étrangers qui vont être assis dans les gradins. C'est sûr que pour une fête du sport comme ça, bon après ils vont remplir les gradins quand même avec des militaires, je crois, et puis des étudiants confinés. Ouais. Incroyable. C'est sûr que ça va être je préfère ça que des pancartes. Oui, ça va pas être exactement la même ambiance. Laurent-Éric Lelay, qu'est-ce qu'on va voir sur France Télévisions? C'est un dispositif très très ambitieux et avec une chaîne numérique spécialement créée pour l'événement. Voilà, on a déjà vécu cette période très contraignante avec les Jeux Olympiques de Tokyo, où il y avait effectivement pas non plus de spectateurs et pas mal de contraintes et de tests à faire. Donc on va refaire la même chose et essayer de donner aux Français toute l'émotion des Jeux. Personnellement, Philippe me contredira ou sera peut-être d'accord avec moi, mais beaucoup d'espoir sur les médaillées françaises. On a quand même plein de Français qui font de très très bons résultats juste avant ces Jeux. Donc moi je pense qu'il va y avoir de belles nouvelles, de belles histoires de médailles à raconter et de beaux succès. Et donc on va essayer un petit peu de transmettre toute cette émotion, toutes ces émotions aux Français. Alors, sur cette appli, Valérie, on pourra tout revoir. C'est-à-dire, ça sera comme un replay portable où vous pourrez choisir les compétitions, vous pourrez voir les médailles, le total des médailles. C'est vraiment un vrai dispositif où vous pourrez suivre des Jeux Olympiques 24 heures sur 24, comme vous le voulez. Et on parlait tout à l'heure de la cérémonie des porte-drapeaux. Il y a une semaine, sur France 3, ils ont été révélés. Voici ceux qui vont nous représenter. Kevin Rolland, Tessa Worley et Benjamin David. Elle ne fait qu'1m57, mais Tessa Worley est une géante du ski alpin. 15 ans de carrière, 15 victoires en Coupe du Monde et surtout 2 titres mondiaux en 2013 et 2017. Une seule chose manque à son palmarès, une médaille olympique. Kevin Rolland, c'est la référence du ski freestyle en France. Champion du monde de halfpipe, 3 fois vainqueur des X Games aux États-Unis, il décroche le bronze à Sochi pour la première de sa discipline aux Jeux. 3 ans après sa terrible chute, il est de retour aux JO. Les Jeux paralympiques, c'est le jardin de Benjamin Davier. Une belle moisson aux Jeux de Pyeongchang en 2018. 3 médailles d'or, 2 d'argent pour le biathlète, handicapé au niveau de la jambe gauche. Vous avez été porte-drapeau. Porte-drapeau à Nagano. Alors c'est un honneur déjà d'avoir été choisi, d'emmener toute la délégation de l'équipe de France olympique pour défiler dans le stade. C'est à la fois une pression parce que on se dit mince, on a un peu plus regardé, mais c'est aussi un moment où on rentre directement en fait avec cette pression et cette adrénaline dans l'esprit de la compétition. Alors là à Nagano ça va, il faisait 5 degrés le jour de l'ouverture des Jeux. Lillehammer, il faisait moins 16. Ouais, c'est pas exactement pareil. Et on était dehors, donc 4 jours avant de monter en piste pour essayer de se battre pour une médaille, c'est moins facile à gérer. On vous apprend à comment balancer le drapeau? Non. En fait, on regarde les collègues. On regarde comment ça se passe devant, et puis tu fais un petit peu la même chose. Et puis après, comme il y avait une bonne ambiance, moi, à Nagano, avec tous les athlètes, en fait, je me sentais pas supérieur. C'était vraiment dire, on est tous là, on est une équipe.
Voilà, je vous emmène avec moi. Laurent-Éric Lelay, c'est un long partenariat avec Philippe Candeloro, avec France Télévisions. C'est un commentateur indispensable aujourd'hui pour vous. Je fais partie de l'équipe. Ouais, il va pouvoir renégocier son salaire après. Nul est indispensable, voilà. Mais il y a quand même une date limite, pas plus de 50 ans. pas de l'âge, mais 50 ans de collaboration. C'est partie de la grande famille et on est tous très heureux de le retrouver à l'occasion des compétitions de patinage, que ce soit pendant les Jeux Olympiques ou les championnats d'Europe et les championnats du monde. Je pense qu'il y a une relation particulière que Philippe entretient avec les Français, d'abord comme sportif, maintenant comme commentateur. Donc, on est très heureux. Ouais. Est-ce que vous lui mettez des limites dans les commentaires? Parce qu'on sait que c'est un peu sa réputation. Des bâtons dans la gorge. Des bâtons dans la gorge. Juste avant que vous répondiez à cette question, on n'a pas pu s'empêcher. Vous savez comment sont les journalistes, les médias, ils sont comme ça. On a fait une petite compile de tout ce que nous a dit Candeloro. Ça tombe bien, je m'en rappelais plus. Les choses plus ou moins bien. Vous le costume en jette autant que la nana, j'allais dire. En tout cas, la tenue de la jeune fille est très intéressante. Ses collants sont sympas. Et j'avais fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur, ce qui nous avait valu un petit peu le zapping à l'époque. Si j'avais une boutique de collants, c'est certainement les collants que je lui aurais proposé. Alors Philippe, vous qui passez pour être un connaisseur, je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer, pour être la plus jolie patineuse, toute catégorie confondue. Moi, je ne suis pas d'accord. Même si on a la vue qui baisse, sortez les ventilateurs, Nelson, on va en avoir besoin. Pour les juges, c'est toujours trop dénudé et pour les téléspectateurs, je suis sûr que ça n'est pas assez. Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. Ça, c'était dur, le bol de riz. Le bol de riz, c'est la première. Ouais. Donc, c'est celle qui, effectivement, pour moi, c'était pas un dérapage parce qu'on en a fait toute une histoire par rapport au côté racial, en fait. Ouais. Parce qu'elle était chinoise, la patineuse. J'ai pensé que je l'avais traité, elle, de bol de riz. Ouais. Alors que pour moi, c'était de dire, c'est comme un Français, il gagne une médaille d'or au jeu, s'il veut se taper une bonne baguette de pain avec un saucisson, il a le droit, quoi. Non, voilà. On sait bien que vous êtes décalé, donc. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué quand même. Dire qu'on a remplacé le mot zapping, parce que je dis à chaque fois qu'on faisait une petite rigolade comme ça passait au zapping. Aujourd'hui, c'est pas le zapping, tu passes en procès, au tribunal. Au tribunal. Donc, c'est toute la différence. Alors, moi, de la part de Laurent-Éric Lelay, j'ai pas d'interdit. C'est parce que s'ils sont venus me chercher, c'est aussi parce que j'avais cette voix et cette façon de parler. Maintenant, avec Nelson, on est obligé de s'auto-censurer. Ah oui. Et ça, c'est plus compliqué parce que la blague que tu veux sortir, c'est soit tu la sors maintenant ou 2 secondes plus tard, c'est pas la peine. Elle passe pas. Et du coup, c'est ça qui est difficile. Et en plus, quand on est trois à l'antenne à commenter, c'est encore plus compliqué. Ça vous attriste ? Ça m'attriste parce que ça m'empêche d'être à 100% moi-même. Et quand je suis avec des gens dans la rue, je sais ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. Je sais ce qu'ils veulent entendre, je sais ce qu'ils veulent voir. Ils aiment bien quand on chambre avec Nelson, mais moi, mon intérêt, c'est que quand quelqu'un tombe par hasard sur du patinage artistique à la télévision, c'est que je dois le faire rester avec nous. Ouais. Et qu'il zappe pas. Parce que c'est pas quelqu'un qui a allumé sa télé pour regarder le patin. C'est pour être accompagné, même les gens disaient, une histoire. Ils disaient souvent, on vous écoute. Ouais, on l'écoute, le patinage. On le regarde pas, on l'écoute. Alors on a la chance effectivement que le patinage est un sport très convoité, très apprécié par les téléspectateurs. Et grâce à la plateforme numérique, justement, aujourd'hui, on en commande plus. Qu'avant, quand on avait 3 quarts d'heure à faire sur le patinage, c'était condensé, c'était un peu saucissonné. Alors que là, vous allez avoir, c'est tout l'intérêt. Et là, on a une belle ouverture et on a surtout la compétition qui monte crescendo, où on se met aussi, nous, dans l'ambiance. C'est pour ça que c'est impératif quand même d'être sur place, plus que d'être dans une cabine depuis Paris. C'est tous les intérêts du commentateur. Qu'est-ce qui a changé dans le patinage, si on parle spécifiquement de La technique. La technique a tellement progressé. Aujourd'hui, les femmes égalisent les hommes en termes de difficultés techniques. Il y en a qui font 4 quadruples dans le programme, de plus en plus jeunes. Les pirouettes, la difficulté, on va dire, globale des programmes sont assez monstrueuses. Ouais. Donc, Et justement, vous avez vu cette athlète, la polémique aux États-Unis de cet athlète transsexuel qui a fait sa transition et qui est devenue une femme et qui veut être avec les femmes et qui bat tous les records des femmes. En natation. Vous avez un regard là-dessus? Est-ce qu'une femme pourrait se retrouver première? Est-ce qu'il y a une différence entre la musculature en patinage? Si aujourd'hui on regarde l'égalité entre hommes et femmes au niveau technique dans notre sport, en tous les cas, dans le patinage, de toute façon, ça va poser des problèmes de plus en plus, puisqu'on va avoir aussi de plus en plus de gens qui vont voir se transgérer. Ça va être compliqué à gérer pour les fédérations internationales, pour la fédération, le comité olympique. Je crois qu'ils sont pas en phase avec toutes les fédés. Il faut déjà qu'il y ait le même langage, la même envie de dire
dire, est-ce qu'on fait aussi des disciplines, puisqu'avant il y avait les gay games qui permettaient en fait à tous les gens qui avaient choisi une sexualité différente de faire leur compétition. Et aujourd'hui, il faut pouvoir bien spécifier les choses pour que tout le monde soit clair dans ses baskets, quoi. Mais vous, ça vous choque ou pas, ou ça vous choquerait pas? Ça me choque pas, puisqu'aujourd'hui, on doit accepter en fait la différence des gens. C'est comme si on interdisait les handicapés de participer aux Jeux Olympiques, finalement. Donc il faut laisser la porte ouverte, mais il faut pouvoir mettre des règles et que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de différence. Laurent-Éric Lelay, vous avez un certain nombre de consultants pour chacune des disciplines. C'est compliqué de constituer cette équipe de consultants? En tout cas, c'est passionnant. C'est pas compliqué, c'est passionnant. On essaie à chaque fois de prendre des experts, généralement des anciens sportifs, qui viennent avec une crédibilité parler de leur sport. Mais il faut qu'ils soient bons aussi. Ils sont bons dans leur discipline, mais il faut aussi qu'ils soient bons dans le commentaire. Ouais, voilà, il faut être empathique, il faut être compétent, il faut savoir expliquer simplement un sport à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de le connaître, de le voir, de le suivre. Donc c'est un commentaire qui se veut aussi très grand public. Et c'est pour ça, pour revenir sur ce que vous disiez au début, on en discute souvent avec Philippe, c'est que dans les commentaires, avant, mais encore plus aujourd'hui, c'est très important de respecter tout le monde, parce qu'on est regardé par tous. Chacun peut avoir une sensibilité, chacun peut avoir un humour différent, et donc il faut le respecter. C'est pour ça qu'on fait très attention, et Philippe, on en a souvent parlé ensemble, maintenant on fait très très attention à ce qu'il peut dire, et que parfois une blague qui est dite avec une bonne intention peut être très mal interprétée, donc il faut absolument l'éviter. Oui, mais vous savez que quand on regarde le patinage, il y a 15 jours, il y avait du patinage sur France 3 qui a été un vrai carton. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai zappé, je comptais pas regarder le patinage et je suis resté parce qu'à un moment, vous avez dit une phrase et je me suis dit, ça va être rigolo, et je suis resté pour ça aussi. Donc, on vient aussi chercher ça. Mais on peut donner envie sans blesser personne. Je pense qu'il est capable de très bien le faire. Après, le plus dur, c'est de ne pas devenir lisse, en fait. Voilà, c'est ça la complication. C'est que si on devient comme tout le monde, que vous embauchiez Candeloro ou un autre, demain, ce sera pareil. Valérie, je vous propose d'entendre Alors, Philippe Candeloro, c'est aussi un invité incroyable. Bon, vous avez fait Danse avec les stars. Vous êtes un invité plateau incroyable. Et donc, j'ai rassemblé quelques moments où vous étiez une bête de plateau. On pourra plus entendre ça. Est-ce qu'il y a justement une question qu'on ne vous a jamais posée en interview à laquelle vous auriez envie de répondre? Non, on vous a à peu près tout demandé, j'imagine. Je sais pas. Non, peut-être la taille de mon sexe, peut-être. Je vous la pose, alors aujourd'hui, il ne s'agissait que de ça. À part ça, je vois pas. Mais bon. Dernier tour de piste à Nagano, dernier rendez-vous de ces Jeux Olympiques. C'est au Club France, en compagnie de celui qui... Arrête de parler, bois un coup un peu. Tiens, oh là là. C'est pas t'as parlé pendant 15 jours ici, alors maintenant tu t'éclates, tu bois un coup et puis tu avec nous, ok? Regarde, ils sont tous là, j'ai envie de s'amuser avec nous. L'un dans l'autre, aucun doute, ce sont bien les mêmes, à un détail près. Tout à fait moi. Et juste tout à l'heure, j'ai fait une remarque, ils ont enlevé les poils ici, donc parce que moi, regardez, moi j'en ai un petit peu et j'espère qu'ils vont les rajouter parce que ça me choque un petit peu. On va dire Candeloro, il a pas de poils, c'est un gamin et tout, donc non. Voilà, de bien bon moment. Oui, mais c'est vrai. De toute façon, on dit la même chose des blagues de Coluche, par exemple, ou les humoristes. Moi, je me demande comment ils font leur boulot aujourd'hui, parce que c'est pas facile. Il faut s'adresser à tout le monde. Comme disait Laurent-Éric Lelay, il faut aussi s'adapter à la sensibilité de tout le monde. Mais en même temps, il faut pas que ce soit de la discrimination. C'est-à-dire que moi, si demain, je peux plus faire de l'ADN à 100% de Candeloro, en fait, je vais ressembler à rien. Je vais ressembler à un robot. Il faut trouver cette subtilité. Et c'est ça qui devient compliqué, parce que de plus en plus, en fait, on attend presque, et surtout sur des événements comme les Jeux Olympiques, on attend presque qu'il y ait une bourde pour qu'on puisse, entre guillemets, nous flinguer. Vous ne lui posez pas la question, Valérie? On n'a pas eu la réponse à la question. Non, je ne poserai pas. Le problème, c'est qu'avec l'âge, ça rétrécit en même temps. Il est content d'être venu, Laurent, avec le lait. Il y a le patron qui est là. On lui aurait donné un peu de tenue. Voilà, non, même pas. 360 heures de programme sont prévues sur France 2 et France 3. 450 heures sur la chaîne numérique Beijing 2022. Et puis c'est donc du 4 au 20 février les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. J'avais une question quand même politique, puisque vous savez qu'un certain nombre de pays ont refusé d'envoyer des délégations. Quel est votre sentiment là-dessus?
Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de sentiment particulier par rapport aux positions des États qui les regardent eux. Nous, on diffuse un événement sportif. Il a été choisi par le CIO de l'organiser à Pékin. Pas que nous, on y va pour parler sport, pour retransmettre le sport et pour être aux côtés de tous les athlètes, notamment les Français, en espérant qu'ils nous ramènent plein de médailles. Mais il y a un aspect politique qui est quand même là, et est-ce qu'on peut aujourd'hui dire il y a que le sport et puis le reste on regarde pas? Parce qu'en fait c'est la position même des États-Unis, elle est un peu hypocrite. Ils n'envoient pas de délégation diplomatique, mais il y a des athlètes. Le sport, le sport, les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de football, les championnats du monde sont faits pour rassembler les peuples. Ils ne sont pas faits pour les diviser. Donc, je crois qu'on parle souvent aussi de trêve olympique. Donc, à un moment, les athlètes de toutes les nations vont pouvoir, je crois, cohabiter ensemble, faire des compétitions ensemble. Et ça, c'est une image, à mon avis, extrêmement positive pour l'unité des peuples et l'unité des nations. C'est pour ça que le sport est au-delà de la politique et souvent, il est jugé par certains comme apolitique. Et moi, je trouve ça bien. Moi, j'avais une dernière question pour Philippe Candeloro. Il y a eu un documentaire sur Être Noir sur France Télévisions et on a vu un long passage sur Soria Bonali. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'elle a été victime de racisme et qu'elle n'a jamais eu de médaille d'or aux Jeux Olympiques parce qu'elle était noire, ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si, à l'époque, ça a quand même été c'était assez flagrant, en fait. C'est qu'on voulait... Alors, il y avait plusieurs raisons. On ne voulait pas, en fait, que dans le patinage, on puisse trouver des parents blancs qui auraient adopté un enfant noir et qu'on aurait fait ça a joué. Donc, il voulait pas, parce que comme c'était sa mère qui l'entraînait, il voulait pas retrouver ce phénomène, en fait, dans les futures générations de patineurs et de patineuses. Incroyable. Mais Soria était très athlétique et moins appréciée pour l'aspect artistique. Mais et c'est surtout quand elle a enlevé la médaille qu'elle voulait plus prévenir en fait des magouilles qui pouvaient se passer dans le patinage plus que de sa couleur de peau qui était à l'époque rejetée. Après, les Américains avaient aussi une Debbie Thomas qui était noire et elle n'a pas peut-être subi la même chose parce qu'elle était américaine. Vous voyez, mais elle aurait mérité de gagner. Ce jour-là, au Japon, oui, je pense. On a une chance de médaille en patinage? On a surtout, on est en grande attente de la médaille d'or de Papadakis Cizeron dans la danse sur glace. Eux, ils y vont pour ça. Après, on a deux garçons qui sont moins dans la course à la médaille, comme Kevin Emos, et puis Adam Siawo-Imfa qui a été ramassé son deuxième quota. Et lui, il a plus pour, on va dire, prendre des galons. Poser, si vous voulez, pour la future Olympiade de 2026. Donc, ils n'ont pas le même enjeu tous les deux, mais il faut qu'ils fassent des beaux programmes tous les deux. Voilà. Après, en patinage artistique, cette année, on a une faible équipe de France. Alors qu'à la dernière Olympiade, on participait à la compétition par équipe. Donc, on ne peut avoir que des bonnes surprises. Donc, on sera tout à l'heure à 12h30 devant France Télévisions pour voir la cérémonie d'ouverture qui a l'air d'être assez spectaculaire. On a pu voir Laurent-Éric Lelay quelques images. Ça a l'air absolument incroyable ce qu'ont préparé les Chinois. Donc on sera là avec vous et puis on rappelle que France Télévisions c'est la chaîne des Jeux Olympiques entre autres. Merci à vous et puis bon JO d'hiver et prenez soin de vous. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Salut.